Et j'attaque maintenant sur les actualités de cette semaine. Alors là, j'avoue que vu que c'est la première aujourd'hui, eh bien finalement, je vais peut-être aller tirer un petit peu plus sur les quelques semaines passées au niveau de l'actualité. Mais en tout cas, il y a des sujets qui me paraissaient vraiment intéressants à évoquer. Donc, on va attaquer tout de suite. Alors, je vais vous repartager l'écran. On va passer là-dessus. Voilà. Alors, on va commencer avec FiberSeeker. Je ne sais pas si vous connaissez FiberSeeker. FiberSeeker, c'était anciennement Anisoprint, c'était des imprimantes 3D professionnelles, plutôt orientées professionnelles, spécialisées dans le tissage de fibres longues dans l'impression 3D. Donc, on connaissait plusieurs acteurs dans ce domaine-là. On connaissait globalement Markforged qui avait plutôt bien trouvé sa place dans ce domaine des pièces renforcées par des fibres continues de carbone. Et bien, c'est également ce que Anisoprint proposait, mais avec une ouverture logicielle, des possibilités de programmation encore plus larges que ce que Markforged pouvait proposer dans la façon dont les fibres étaient organisées et déposées entre deux couches de plastique. C'est des sujets vraiment très, très poussés et qui nécessitent des imprimantes bien particulières. Mais voilà, les imprimantes Anisoprint, j'ai pu être formé par le fabricant et tester pas mal d'imprimantes, tout comme je l'avais été aussi par Markforged à l'époque. Et les deux imprimantes étaient plutôt efficaces. Markforged avait plutôt choisi le côté fermé, mais on va dire avec moins de difficultés, moins de risques, on va dire, à l'utilisation. Avec Anisoprint, on était plutôt sur quelque chose de complètement ouvert, avec un logiciel très très complexe, mais également très très puissant, permettant vraiment d'aller déposer les fibres comme on le souhaitait, de manière beaucoup plus personnalisée qu'avec Markforged. Et Anisoprint, c'est une marque russe, donc vous imaginez bien l'implication que ça a pu avoir pour Anisoprint et la difficulté qu'ils ont eu à continuer la commercialisation de leur matériel. Ils ont particulièrement des difficultés à fournir leurs fibres de carbone, qui sont des fibres uniques, qui ont besoin d'être produites par Anisoprint pour pouvoir fonctionner. Il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement là-dessus. C'est ça qui a rendu un petit peu les imprimantes Anisoprint complexes à utiliser. Et en tout cas, FiberSeeker 3, cette imprimante, c'est l'évolution, la nouvelle marque que Anisoprint met en avant, un petit peu pour oublier le passé et proposer quelque chose de différent. Donc déjà un petit peu plus abordable, mais surtout toujours avec cet état d'esprit de pouvoir renforcer en fibre. Ici, je n'évoque pas forcément le type de fibre, mais il y a plusieurs fibres disponibles. On retrouvait les fibres de verre, les fibres de carbone, on avait des fibres de basalte qui étaient assez intéressantes, qui permettaient des impressions assez originales en termes de performance. C'était vraiment des choses uniques. Donc en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que Anisoprint n'est pas complètement mort, il sort de FiberSeek. FiberSeek va permettre, encore une fois, le tissage de fibres longues dans des pièces imprimées en 3D. Donc je vous montre un petit peu ici les illustrations pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux la technologie. Mais en tout cas, on est ici sur des choses complètement différentes de ce que l'on peut retrouver dans des imprimantes 3D FDM classiques. Ici, on a vraiment une fibre longue qui va être intégrée, on va dire, dans le plastique en cours d'extrusion et coupée avec une lame de cutter pour pouvoir justement se positionner correctement et de la bonne longueur et ainsi de suite. Donc ici, vous voyez le fondateur de Anisoprint à l'époque qui évoque justement la machine, la nouvelle imprimante FiberSeeker. Alors, on ne la voit pas beaucoup en fonctionnement. Ici, on va la voir un petit peu plus. Et vous voyez une tête d'impression un petit peu différente de ce qu'on a d'habitude, mais vous voyez ici le rendu avec les fibres qui sont réellement visibles à l'intérieur de la pièce imprimée. Et donc là, en termes de performance, c'est clairement incomparable avec ce que l'on peut retrouver sur toute autre technologie FDM qui n'utilise pas ce renfort en fibre longue continue. C'est vraiment
très très différents. Là, ce sont des pièces qui ont des niveaux de performance supérieurs à certains métaux, tout en ayant un poids extrêmement léger. Et encore une fois, le point fort de cette machine, et c'est ça que je suis curieux de voir, c'est vraiment si on a une totale liberté sur le positionnement des fibres, comme c'était à l'époque. Et ça, j'en doute pas. Donc voilà. Si ça intéresse du monde, n'hésitez pas à me dire. Je ferai... Ah, merci de me dire qu'il y a un petit écho. Je vais essayer d'en couper. Dites-moi si c'est un petit peu mieux là. J'ai essayé de réduire un petit peu ça. Le son également. Merci Melvin en tout cas de me donner l'info. Donc voilà, donc ça en tout cas encore une fois, c'est des technologies d'impression qui sont très particulières, utilisées plutôt dans l'aérospatial, dans des choses vraiment extrêmes où la recherche de gain de poids est vraiment la priorité. Donc voilà, je suis curieux de voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner à l'avenir que FiberSeeker. Et encore une fois, s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas parce que j'avais à l'époque eu accès à la formation complète là-dessus, donc j'ai encore le logiciel et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des petites simulations ou m'y intéresser un petit peu davantage s'il y a des curieux. Merci Melvin. Donc voilà pour cette première petite info d'une imprimante à suivre, mais qui reste plutôt orientée professionnelle vu ses coûts d'achat et ses coûts d'utilisation. Les fibres de carbone et ainsi de suite sont plutôt très chères. Autre petite chose qui me semblait sympa d'évoquer, la nouvelle imprimante de Prusa. Prusa, vous avez suivi sans doute l'actualité de Prusa, fabricant tchèque, spécialisé dans les imprimantes FDM depuis pas mal d'années maintenant. Ils ont également une petite branche d'impression résine, mais c'est négligeable. En tout cas, là, récemment, ils ont sorti la gamme des Prusa Core One, qui sont des imprimantes, je vais dire, modernes, qui répondent un petit peu à ce que l'on retrouve, on va dire, chez la concurrence, avec des petites choses vraiment propres à Prusa. On voit la conception Voron, on voit l'aspiration Voron plutôt proche, mais en tout cas des imprimantes qui sont sans doute extrêmement performantes. J'ai pas eu la chance de les tester, mais en tout cas voilà, c'est un petit peu ce que l'on peut noter chez Prusa récemment. Ils ont évoqué des formats beaucoup plus grands que cette One, la One L et même à suivre. C'est pas forcément ça que je voulais évoquer aujourd'hui. Ce qui me semblait le plus sympa, c'était cette version bois. Ils ont travaillé sur 250 unités exclusives de cette imprimante avec un châssis bois. Franchement, je trouve le rendu plutôt très sympa. Alors voilà, je suis pas sûr que au niveau des performances, il y ait quoi que ce soit qui soit plus intéressant réellement avec ça. Mais d'un côté esthétique et d'un côté voilà, pour les fans de l'impression 3D, pour les fans de Prusa particulièrement, je trouve que c'est un objet plutôt très sympa et que ça s'intègre mieux dans un environnement maison qu'une imprimante 3D plus classique. Donc je trouvais ça plutôt sympa de la part de Prusa de nous proposer cette version. Et il y a que Prusa pour proposer ce genre de choses. Donc c'est pour ça aussi qu'on aime bien Prusa. Autre petite chose justement sur Prusa, et en l'occurrence sur la Prusa XL que j'évoquais à l'instant. Donc ça, c'est quelque chose qui va être plutôt très intéressant et plutôt très suivi par les professionnels, j'en suis persuadé, mais aussi les hobbyistes et particuliers. Mais je suis persuadé que les professionnels vont également s'y intéresser. Il existait actuellement déjà des solutions de fabrication additive silicone. On pouvait retrouver en France, on avait Langster qui était un des leaders, on va dire, dans ce domaine-là, qui était spécialisé dans de l'impression silicone avec des têtes spécifiques. Donc on était sur des formats d'imprimantes vraiment assez massives, plutôt des imprimantes Delta. Et donc voilà, on était vraiment... Ah non, ils avaient également ce modèle-là, ouais, c'est vrai, qui était plutôt passé en Core XY, mais historiquement, voilà, c'était plutôt des grosses imprimantes très techniques, très professionnelles, qui travaillaient multi-matériaux, qui avaient la possibilité d'utiliser des multi-têtes, dont une qui était adaptée justement au silicone. Donc ici, Prusa entre dans ce domaine plus complexe de l'impression silicone. J'avais déjà eu l'occasion de tester tout ça avec des petits accessoires qu'on pouvait rajouter sur diverses petites imprimantes type
Creality Ender, ce genre de choses, hein. On pouvait adapter ce genre de choses, ou même sur des imprimantes à l'époque, c'était bon, je sais plus la marque, mais il y avait une imprimante qui m'avait permis de tester du silicone, du chocolat et ce genre de choses, Zmorph. Et voilà, je vois toute la difficulté que c'est de travailler sur du silicone. Et là, Prusa nous propose une solution plutôt intéressante et qui va répondre, je suis sûr, à pas mal d'utilisateurs ou d'intéressés sur ce type d'application quand même bien particulière qui est le silicone. Ici, on parle pas de TPU, hein, on parle vraiment de silicone avec une matière chimiquement complètement différente, qui n'a pas de phase dure, qui ne change pas d'état avec la chaleur comme le font les TPU. Donc, ça s'utilise d'une manière vraiment un petit peu différente. Et on voit que Prusa ici a permis tout ça à travers le développement d'une nouvelle bobine et d'un nouvel extrudeur bien spécifique. Donc je suis vraiment intéressé de voir l'efficacité réelle de cet extrudeur avec le filament silicone et surtout voilà ce que ça va rendre réellement que ce silicone version filament Prusa. Donc à suivre, mais en tout cas c'est intéressant de voir que un fabricant sérieux s'y penche et propose une solution de série pour l'impression du silicone. Dites-moi ce que vous pensez de Prusa. Hein. C'est pas une marque que je connais plus que ça. Enfin, c'est une marque qu'on connaît depuis 10 ans et que j'ai suivi forcément pas mal. Mais voilà, c'est pas une marque que j'ai beaucoup testé, que j'ai beaucoup utilisé. Je sais tout ce que les gens aiment chez Prusa. La seule chose que peut-être freine d'autres, c'est plus le prix, je pense, parce que pour le reste, je pense que Prusa, ils sont plutôt exemplaires. Autre petite nouveauté qui me semble là franchement assez intéressante. J'ai eu l'occasion de tester la Anycubic Cobra S1 Combo. Les résultats étaient franchement très bons. J'ai pas beaucoup de retours négatifs sur cette version. Le prix était extrêmement bon, la qualité de fabrication, la qualité d'utilisation, tout était franchement bon. Et là, de voir qu'ils vont sortir une version max, donc une version de grande dimension avec un plateau qui fera 350-350, ben c'est plutôt intéressant. On retrouve tout ce que l'on attend, on va dire, d'une machine de ce type-là maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est le prix. On va être sur une imprimante qui sera au final à 1000 €, mais qui pour le moment peut encore être achetée à des choses beaucoup plus intéressantes hein, pendant le Kickstarter, pendant le Early Bird et ainsi de suite. Mais en tout cas, pour ce prix-là, une imprimante de ce format-là avec directement d'inclus le gestionnaire de filaments et la possibilité de faire du multicouleur dans ce format-là, franchement, à ce prix-là, c'est plutôt très intéressant. Donc, je suis de près le lancement de cette Cobra S1 Max et je vous en dirai plus dès qu'on aura eu un petit peu plus d'éléments. Mais en tout cas, voilà, sur le papier, franchement, ça va être une excellente machine avec des performances qui n'ont rien à envier à toutes les autres hein, globalement, mais avec un prix qui restera plus intéressant. Et encore une fois, quand je vois les résultats et la satisfaction que j'avais eu à tester la Anycubic Cobra S1 dans sa petite version, eh bien, je suis plutôt enthousiaste sur la version grande. On sait que le fait de faire plus grand, bah, il faut plus de qualité, il faut plus de stabilité, il faut plus de tout. C'est un peu exponentiel, hein, le dimensionnement d'une imprimante 3D. Mais en tout cas, voilà. A priori, s'ils font bien les choses comme ils l'ont fait pour la plus petite, eh ben, ça devrait être plutôt quelque chose de très réussi, donc à suivre. Et en ce moment, encore une fois, hein, pendant ce lancement, on a des choses qui sont plutôt intéressantes et qui permettent d'avoir des remises de 50 € et des prix bien plus intéressants que ce qui lancera à la fin. Mais il y aura une petite attente hein, quand même, où l'imprimante ne sera pas disponible tout de suite. Autre petite info, lancement machine. Elegoo. Elegoo est plutôt connu habituellement hein, pour ses imprimantes résine. Ici, on le retrouve avec sa version Core XY, hein, qui est la Centauri Carbone, hein, qui existe déjà un petit peu, hein, qui est la version, bah voilà, filaire, on va dire à filament fermé Core XY de Elegoo. Et
ils ont dévoilé ici sur Taobao, enfin sur Reddit, ils ont dévoilé cela il y a quelques semaines. Donc on avait déjà des gros doutes sur le fait que ça sorte par chez nous prochainement. On avait des doutes parce que ça pouvait très bien être quelque chose qui était uniquement réservé au marché asiatique, au marché interne. Ça aurait pu être le cas, mais a priori ce sera pas le cas. Ils ont annoncé aujourd'hui que justement ce sera visible à Formnext. Donc qui dit Formnext dit marché européen, et donc ça veut dire qu'on aura également cette Centauri Carbon 2 équipée du système de gestion des filaments, le premier que Elegoo va nous proposer. Donc pareil, affaire à suivre. On va voir le positionnement prix de Elegoo là-dessus, et on va voir l'efficacité de ce que Elegoo va nous proposer. On peut également noter une Jupiter 2. Donc ça, c'est une imprimante résine plutôt grand format. C'était plutôt des modèles imbattables en termes de dimension prix. On avait des accessoires, un équipement, un accompagnement qui était assez pauvre sur ces modèles-là, donc ils vont sans doute augmenter un petit peu tout ça, en même temps qu'ils augmentent drastiquement la qualité en passant de 8K à 16K sur ces modèles Jupiter 2. En tout cas, ce que je peux simplement dire sur cette Centauri Carbone, c'est que c'est intéressant de voir que les filaments sont sur le côté, les 4, sont positionnés sur le côté de l'imprimante, donc ce qui déjà veut dire que l'imprimante sera peut-être pas si petite que ce que l'on imagine, et le système de gestion des filaments qui vient comme ça sur le côté, je trouve ça plutôt pas mal. Donc à voir un petit peu. Pour le reste, il n'y a pas l'air d'avoir énormément d'innovation ou de particularités. Ce que l'on peut regretter un petit peu, c'est le retard. Je dirais qu'Elegoo ici propose quelque chose qui est sans doute bien, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu tard. Ici, on est plutôt dans l'ère du limiter les déchets du multicouleur. On voit les imprimantes, on en reparlera un petit peu plus tard, mais qui commencent à avoir des solutions un petit peu différentes pour limiter au maximum les pertes de filaments, les déchets de filaments au niveau du multicouleur. Et là, Elegoo entre dans le game, mais un petit peu plus tard. Donc on verra avec leur positionnement prix et d'autres petites choses comme ça s'ils arrivent à faire quelque chose qui intéresse, mais j'ai peur que ce soit un petit peu tard, et connaissant Elegoo, parfois ils ont même un peu de mal à tenir leur date de lancement, leur sortie produit. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, la machine, je suis persuadé que le positionnement prix sera très intéressant. Mais voilà, il y a déjà Anycubic avec la Cobra S1 en face. Donc on verra un petit peu comment il se positionne face à ça. Et ce que Elegoo a également annoncé, ça c'est plutôt intéressant. Donc ça me semblait intéressant de vous le partager aussi. Ici, la nouvelle plateforme de partage de fichiers 3D, comme on peut le trouver un petit peu partout maintenant, que ce soit sur Creality ou sur MakerWorld, enfin tout le monde a sa petite plateforme maintenant de téléchargement de fichiers STL, de fichiers 3D, 3MF. Eh bien, c'est également le cas avec Elegoo et Nexprint. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Il y aura des fichiers qui sont certainement un petit peu différents pour le moment. Beaucoup de fichiers sourcés par Elegoo au départ, j'imagine, et puis après qui sera alimenté par la communauté. Et puis, ce qu'on peut noter, c'est un petit concours qui va permettre à différents créateurs de fichiers 3D de gagner 1 million avec énormément de contributions, énormément de petits concours qui vont permettre de distribuer, on va dire, la somme qui avait été mise à disposition, on va dire, au départ, au lancement de Nexprint. Donc on verra ce que ça va donner. Je vous laisse regarder ça d'un petit peu plus près si vous êtes intéressé. Mais Nexprint, nouvelle petite librairie de fichiers 3D, toujours peut-être intéressante à découvrir. On enchaîne avec une machine qui est pas réellement nouvelle. Vous l'avez sans doute déjà vu passer, la Snapmaker U1. Donc, bon, c'est franchement une machine qui correspond exactement à ce que les gens qui font du multicouleur attendent. C'est une imprimante qui va permettre de limiter, comme je le disais juste avant, les déchets en ayant simplement
une légère purge de la quantité de matière qui est présent dans la zone d'extrusion, mais ça va être extrêmement réduit par rapport à la quantité de purge que l'on avait avec une imprimante type bambou ou je ne sais quoi de ce type-là. Ici, on va être sur quelque chose de vraiment plus performant, plus rapide. Donc, les résultats que j'ai pu voir pour le moment sont plutôt très bons. Donc, je suis impatient d'avoir la Snapmaker ici pour pouvoir vous en parler un petit peu plus et vous montrer un petit peu tout ça. En tout cas, voilà, le positionnement prix de cette Snapmaker est plutôt, elle aussi, très intéressante. On a encore des offres de lancement qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous êtes intéressé. Je vous invite à aller directement sur les sites des fabricants sur ce genre de lancement, parce que ce sera la garantie, on va dire, d'avoir les imprimantes le plus rapidement possible. Après, quand les imprimantes sont lancées en stock, c'est un petit peu différent. Mais voilà, dans l'immédiat, ça me semble être plutôt quelque chose d'intéressant et potentiellement dimensionnable de manière un petit peu supérieure. Donc, je suis curieux de voir ce que va nous faire Snapmaker à la suite de cette première U1. On pourra également d'ailleurs noter la H2S de Bambu Lab, la H2C pardon de Bambu Lab, qui va proposer quelque chose d'assez similaire avec une gestion des hot end, une gestion des print core et leur système Vortec qui va permettre d'avoir elle aussi une gestion des déchets de filaments beaucoup plus raisonnable. Et qui va sans doute être là également un nouveau game changer, on va dire, dans ce monde de l'impression 3D multicouleur, où clairement le gros point faible, c'était les déchets de filaments et le temps perdu à générer ces purges, ces tours de purge et ainsi de suite. Donc là, clairement, Bambu Lab va nous proposer quelque chose, je suis persuadé, qui sera bien fini, bien performant, très efficace. Et je suis encore une fois impatient de pouvoir vous en dire un petit peu plus, tester tout ça, vous montrer tout ça, parce que je suis persuadé qu'il va y avoir encore des nouveautés, des innovations qui vont provenir de chez Bambu Lab avec cette nouvelle imprimante. Donc on suivra tout ça. Nouvelle sortie filament maintenant. Donc on va également parler de filaments. Là on a plutôt parlé de matériaux, on a plutôt parlé de machines, d'imprimantes 3D. Il y avait aussi un filament qui m'a semblé intéressant. Vous l'avez peut-être vu au fil de mes différentes vidéos. Il y a un matériau que j'appréciais particulièrement, c'était historiquement les PETG chargés en carbone. Donc on était sur des PETG CF, avec une charge de carbone qui était généralement entre 7 et 12%, qui permettait d'avoir une plus grosse résistance mécanique, dans le sens où on avait un matériau qui était davantage raide, plus rigide, et on avait également une amélioration de la liaison intercouche. On avait également des petites performances comme ça qui étaient améliorées avec l'intégration de la fibre de carbone dans des PETG. Ici, on est sur de la fibre de verre, glass fiber, qui va permettre de gagner un petit peu davantage en performance maximale. On va pas ici travailler sur la raideur, mais on va plutôt ici travailler sur finalement la résistance maximale avant cassure. Ici, on va davantage accepter la déformation avec la fibre de verre que le ferait la fibre de carbone, qui elle sera beaucoup plus rigide et du coup plus cassante. Quand on atteint sa limite, ça va casser plus net. Avec la fibre de verre, on va avoir une très forte résistance mécanique, mais qui va permettre un petit peu plus la déformation. Et ce qu'il est intéressant aussi de voir, c'est qu'on n'est pas sur un PETG GF, mais on est sur un PET GF. Le PET est un matériau plus noble que le PETG. Le PET est beaucoup plus performant que le PETG, mais il est aussi plus complexe à imprimer. Donc ici, le fait d'utiliser du PET fait déjà qu'on est sur un matériau de grade supérieur à un PETG traditionnel, mais en plus de ça, on va le renforcer en fibre. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas naturellement plutôt du PET que du PETG ? Eh bien parce que le PET pur est plus complexe à imprimer, comme je l'ai dit, il va être sensible au warping, la liaison intercouche va être un petit peu plus sensible, on va être dans des plages de température qui vont être vraiment extrêmement faibles, donc voilà, matériau un petit peu plus complexe à utiliser, qui existe, mais qui est moins démocratisé.
Et là, on va avoir l'avantage d'avoir ce matériau un petit peu plus complexe qui va être bridé, hein, qui va être plus facile à utiliser avec l'apport de la fibre de verre. Donc c'est un matériau assez nouveau, hein. On a très peu de fabricants qui proposent des PET GF avec un taux de 15%, ce qui est quand même assez élevé, mais ce qui permettra malgré tout de ne pas avoir un aspect trop rugueux. Il existe des matériaux avec des taux de fibre à 25-30%. Là, clairement, au toucher, on ressent la fibre, on a vraiment quelque chose qui est très très texturé et qui rend impossible l'utilisation d'une buse en 0,4 avec ce type de matériau. Ici, on devrait avoir quelque chose qui facilite un petit peu davantage son extrusion. Donc voilà, encore une fois, je l'ai pas encore testé, hein, ce matériau, mais mécaniquement, je suis persuadé que ça va être quelque chose d'extrêmement performant et avec un rendu plutôt très sympa, parce que à chaque fois, l'intégration des fibres donne un aspect beaucoup plus joli aux impressions en ayant une capacité à lisser un petit peu les couches. Et ce sera très certainement le cas également avec ce PET GF. On voit quelques petites illustrations, hein. C'est un matériau qui va pouvoir être imprimé avec toutes les machines. Il est simplement recommandé de l'annihiler, donc c'est-à-dire de le passer, on va dire, en une légère cuisson après impression, si on souhaite l'utiliser à haute température. Parce que l'une des grosses différences entre le PET et le PETG, ce sera aussi la résistance thermique, qui sera bien meilleure avec le PET que ce que c'est avec le PETG. Autre sujet, Litchi. Vous connaissez peut-être le logiciel Litchi, plutôt utilisé pour les imprimantes résine, hein. C'était un logiciel qui était développé en Europe, hein, par la société Mango. On avait un Français plutôt très impliqué dans le développement de ce logiciel-là, et voilà, rien à dire de particulier sur Litchi, qui est un très bon logiciel. Là, simplement, ce qui m'a semblé intéressant, c'était d'évoquer le Litchi Gen, qui venait d'être proposé. C'est un logiciel qui va permettre de générer automatiquement des fichiers 3D à partir de texte. Donc voilà, c'est pas les premiers à le faire, hein, ce sera sans doute pas les derniers, mais on pourra gratuitement faire un essai. On aura une cinquantaine de crédits, ce qui nous permet de générer une image plus 3D. Donc voilà, on testera ça quand la fonction sera ouverte, hein. Actuellement, elle a pas l'air d'être totalement ouverte, hein, alors que ça semblait être le cas. Mais donc on verra, on testera tout ça prochainement. Mais voilà, c'est bien de voir que Litchi propose un petit peu ce type de possibilités. Et Litchi est vraiment spécialisé dans la gestion des petites figurines et ce genre de choses. Donc on verra s'ils utilisent, on va dire, toute leur bibliothèque de fichiers pour alimenter l'intelligence artificielle de Litchi Gen, qui sera peut-être supérieure à d'autres, parce que c'est vraiment leur spécialité. Donc affaire à suivre pour Litchi. Et il y a des offres également plutôt intéressantes pour le moment, pour le lancement. Mais bon, j'attends de tester pour aller plus loin là-dessus. Autre petit sujet, avant de revenir sur... autre petit sujet, l'impression de chaussures en 3D. Donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, moi qui aime bien le monde des sneakers. Donc Nike a récemment révélé la fabrication de cette nouvelle Nike Air Max 95 000 fabriquée en 3D. Ils avaient, il y a quelques temps déjà, fait le buzz, on va dire, avec leur Nike Air Max 1000, qui était la première chaussure imprimée en 3D. C'était déjà la collaboration avec Zellerfield, le fabricant allemand Zellerfield, qui était, on va dire, au centre de cette fabrication. Il faut savoir que c'est pas Nike qui dispose en interne du parc d'imprimantes 3D. Pour le moment, ils externalisent tout ça auprès de cette société Zellerfield, qui doit être belge ou suisse. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir qu'ils en sont maintenant à leur deuxième paire, hein, qui a l'air d'être plutôt abouti, hein. On voit ici, c'est des pierres, hein, qui sont vendues, hein. Ici, j'ai pas eu le temps d'avoir cette paire-là. Elles se sont vendues très rapidement, tout comme c'était le cas pour la Air Max 1000. Et justement, ça vous permet de m'envoyer sur ma page blog. Donc ici, vous êtes sur le site de Charlie 3D Pro dans la partie blog, et j'ai fait un petit article sur l'évolution des sneakers en impression 3D, et j'y ai intégré justement une petite vidéo sur la fabrication de cette Air Max 1000.
où on voit véritablement la manière dont Nike a développé cette chaussure. Et on voit pas mal d'images de la façon dont elle est fabriquée, et on voit que la chaussure est vraiment quasiment en intégralité imprimée en 3D. Il y a uniquement l'ajout des bulles qui se fait par la suite, mais sinon la chaussure est faite d'un trait imprimé en 3D, avec des imprimantes 3D qu'on voit pas forcément très nettement sur ces versions de la Air Max 1000. Mais en tout cas, on avait des chaussures imprimées en 3D qui étaient commercialisées et qui se sont plutôt très bien vendues. Celles-là, encore une fois, j'ai pas réussi à les avoir. Et ici, vous voyez les petites nouvelles. Donc en tout cas, ce qui me semblait intéressant de vous préciser sur ces sujets, c'est que j'aime particulièrement les chaussures de Nike. J'aurais bien aimé en avoir. Et ce qui m'a semblé plutôt intéressant, c'est de voir que déjà, quand on cherche d'un petit peu plus loin et qu'on regarde chez Zellerfeld comment est-ce qu'ils fabriquent ces nouvelles versions de Nike Air Max 95, eh bien on voit que c'est avec des imprimantes Bamboulab. Donc déjà, premier point intéressant. Deuxième point intéressant, le filament qu'ils utilisent n'est pas un filament qu'on trouve déjà dans le marché. On a un rendu qui est vraiment un petit peu différent. Habituellement, un TPU est plutôt très brillant et a un rendu qui est pas aussi joli que ce que l'on retrouve ici sur les modèles de Nike. Et de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas de post-traitement par la suite. Donc, c'est qu'ils utilisent un filament un peu particulier. Ce que j'ai pu noter, c'est qu'on a un fabricant qui s'appelle Kexeld, qui a une gamme de TPU plutôt très large, permettant de travailler avec des duretés Shore d'à peu près tout type, ce qui est déjà un fabricant unique. Il n'y a pas énormément de fabricants, si ce n'est le seul, qui travaille sur des gammes de TPU avec des duretés Shore aussi variables. Et récemment, ils ont annoncé leur nouvelle génération de filaments flexibles. Le truc qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont un filament mat, qui correspond pas mal avec le rendu des Nike, qui est un TPU mat en l'occurrence. Et on voit également la sortie d'un matériau PEBA. Le PEBA, c'est un matériau souple, mais qui est doté d'un taux de rebond, d'un taux de retour de force qui est bien supérieur à ce que l'on pourra retrouver avec le TPU. Donc, il y a de fortes chances, selon moi, encore une fois je m'avance peut-être ici, mais je pense que les sorties produits de Kexeld sont assez proches de la sortie des modèles de Nike. Ce sont des filaments qui sont tout à fait adaptés aux imprimantes Bamboulab. Il n'y a pas forcément beaucoup d'offres sur les matériaux de ce type-là pour des filaments mat et ainsi de suite, avec du PEBA intégré, enfin du PEBA dans l'offre. Donc voilà, je me pose la question de savoir si ce n'est pas Kexeld finalement qui fournit la matière aux prestataires de Nike pour la fabrication de ces modèles imprimés en 3D. Donc voilà, ça c'était la petite info. Je suis curieux de tester ça. Une fois que j'aurai un fichier de chaussures plutôt pas mal, eh bien je pense que j'essaierai de trouver une bobine de cette marque, qui sont disponibles sur Amazon d'ailleurs, pour pouvoir tester tout ça et voir un petit peu le rendu. Et bien voilà au niveau des petites actualités pour cette première petite session. Donc n'hésitez pas à me dire si y a des sujets qui vous ont semblé plus intéressants que d'autres, s'il y a des choses qui vous ont vraiment semblé inintéressantes, ou s'il y a des choses qui vous paraissent manquer. Ça me permettra de m'ajuster un petit peu différemment pour les prochaines fois, si besoin. En tout cas, vous voyez, c'est plutôt très orienté autour du filament, autour de la résine. Je ne vais pas ici parler d'impression industrielle, métal ou de la poudre, ce genre de choses. Des machines à plusieurs millions d'euros, c'est pas forcément les sujets qui vont nous intéresser, même s'il y a de l'actualité à ce niveau-là. C'est pas forcément sur ces sujets-là que je serai moi le plus connaisseur et que je serai le plus en mesure de vous transmettre des infos utiles là-dessus. Donc voilà pour les actualités de cette semaine. Encore une fois, il y aura un petit replay sur YouTube pour tout ça. Donc n'hésitez pas, s'il y a des petites choses que vous voulez revoir, tout sera dispo.